Merci Stéphane, bonsoir à tous. Je voudrais préciser que Stéphane a cité deux ouvrages à paraître, l'un en septembre 2010 et l'autre en octobre 2010. Le premier ouvrage, c'est un ouvrage collectif. En fait, nous sommes 3 coordinateurs et je crois 7 auteurs. Donc cet ouvrage s'appellera École, les pièges de la concurrence, sous-titre Les raisons du déclin de l'école française. J'aurai l'occasion peut-être de revenir sur ce livre, puisque je vais en parler un petit peu dans mon intervention. Alors, je vais peut-être un petit peu compléter la présentation de Stéphane en essayant de préciser les types de travaux sur lesquels je suis depuis quelques années. Donc, je travaille principalement sur la question des inégalités d'éducation, des inégalités scolaires, et notamment depuis quelques années en lien avec une recherche collective sur la question des inégalités spatiales en matière d'éducation, des disparités territoriales en matière d'éducation et sur les enjeux aussi des questions de ségrégation scolaire qui se développent au sein du système scolaire. Et c'est par ce biais que depuis quelques années, on va dire que mes travaux ont croisé, alors au départ, je dirais un peu involontairement, les problématiques de carte scolaire, les problématiques de sectorisation. Et puis, depuis quelques années, depuis très exactement le dernier quinquennat, ces travaux se sont accélérés, compte tenu des assauts qu'a subi la carte scolaire. Alors, je voudrais dire quand même un point, enfin peut-être même 2 points en introduction. Le premier, c'est que quand il y a une bonne dizaine d'années, on parlait de carte scolaire, ça n'intéressait pas grand monde en fait, on avait constaté ça. Mais je me demande si en tant que chercheur, quand on commençait à travailler sur les procédures d'évitement scolaire, sur le choix de l'enseignement privé, je précise que ma thèse portait sur le choix de l'enseignement privé, on voyait quand même quelque chose se construire progressivement, qu'on pourrait appeler, on y reviendra peut-être un peu plus tard, l'émergence d'un marché scolaire avec des guillemets, mais on voyait bien que je dirais, l'édifice républicain était déjà en train de se fissurer, voire même de se fissurer gravement. Alors, je pense que l'enseignement qu'on peut en tirer, c'est que, parfois, les chercheurs voient un peu les choses arriver parce qu'ils travaillent sur des terrains depuis longtemps, etc. Et que c'est pas inintéressant d'écouter de temps en temps, surtout sur les questions d'éducation, ce que les chercheurs ont à dire, mais c'est pas à vous que je m'adresse en disant ça, mais bien entendu à d'autres. Le deuxième point, je reviendrai sur c'est un peu la même idée, sur une tribune que le journaliste David Henkoff a publiée il n'y a pas longtemps sur la lettre d'information qui s'appelle EducPro. Alors, je ne sais pas si quand j'ai lu cet article, j'ai trouvé ça drôle ou pathétique, mais il disait, alors j'espère ne pas me tromper, les oiseaux de mauvais augure avaient raison. En citant quoi? En citant le fiasco de cet assouplissement de carte scolaire, et en citant qui? En citant les chercheurs qui, dès le début, avaient dit que nous allions droit au mur. Alors, je ne sais pas si c'est un compliment ou si c'est une insulte que d'appeler les chercheurs des oiseaux de mauvais augure, mais en tout cas, ça honore la communauté scientifique parce qu'il me semble qu'on voyait aussi les choses arriver. Tout ça pour dire que, moi, il me semble que la recherche en sociologie ou en éducation, à mon avis, elle a 2 vertus. La première de ces vertus, c'est qu'elle doit, à mon avis, produire des connaissances. Elle doit objectiver des phénomènes ou bien étudier les choses de façon très précise sur des terrains, mais elle doit produire des connaissances. Autrement dit, la recherche ne peut pas être une simple spéculation ou une simple opinion, en quelque sorte. Mais en même temps, il me semble que ces connaissances, elle doit les produire dans un cadre politique qui n'est jamais neutre. Et en l'occurrence, sur cet objet de carte scolaire, on voit bien la rencontre entre des travaux produits, j'allais dire techniquement depuis de longues années, et puis un contexte politique qui donne une certaine, je dirais, ampleur à ces travaux. Alors, on peut toujours souhaiter que dans une autre ère, que les articulations entre le champ politique et le champ de la recherche soient plus resserrées. Je dirais qu'on arrive à trouver un peu de confiance. Et le deuxième ouvrage qui va apparaître en 2010, qui est un ouvrage collectif, je crois que nous sommes 17 auteurs, dont celui qui est à ma gauche ici, Stéphane, s'appelle L'école démocratique, un renoncement politique. On essaye de faire le bilan de toutes ces réformes
qu'on subit depuis maintenant 3 ans, je crois, et on essaie de comprendre le sens qu'ont celle-ci, et je crois que le sens, profondément, est celui d'une remise en cause de la notion de démocratie culturelle et de démocratie politique au sein de l'école. Donc là, l'objet que je vais traiter ce soir n'est qu'un cas particulier de cette remise en cause de ce que j'appelle, moi, l'école démocratique. Bien, alors donc l'intervention ce soir s'appelle carte scolaire, le marché et le mythe de la concurrence. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder la soirée, enfin je ne sais pas comment on peut dire exactement, en 2 temps, c'est-à-dire que dans un premier temps, je vais faire un topo, un vrai topo, assez académique, mais je vais être gêné en faisant ce topo parce que moi il me semble que chacun des mots que je vais employer devrait être discuté, nuancé, etc. Mais si je nuance en même temps que je présente, ça devient incompréhensible. Donc je vous demande de vraiment bien considérer que les mots que j'emploie, je pense qu'il faut les discuter, notamment la notion de marché scolaire, sur laquelle on pourra revenir dans la discussion. Donc je vais essayer de faire un topo, je dirais, assez dépouillé dans un premier temps, et j'aimerais bien dans un deuxième temps que dans l'échange, on approfondisse certaines questions, et notamment les questions qui posent problème sur le plan soit conceptuel, soit même sur le plan politique. Donc tout ça pour dire qu'on va procéder en 2 temps. Alors, mon intervention, elle a 3 objectifs. Le premier, c'est de revenir sur les arguments qui ont justifié en France l'introduction d'une politique de libre choix de l'école. Autrement dit, lorsque nous étions en campagne électorale, on a bien vu qu'on avait quand même deux versions différentes de l'assouplissement de la carte scolaire. Bon, une version soft et une version hard, plutôt, et c'est plutôt celle qui l'a emporté d'ailleurs. Et il me paraît important de revenir sur les conditions d'émergence de cette question. Alors, je ne vais pas faire une analyse politiste, je ne vais pas étudier les rapports de force entre l'UMP et le PS, ça n'a pas grand intérêt ce soir, mais je vais essayer de revenir sur les arguments qu'ils mobilisaient afin de les déconstruire les uns après les autres. C'est-à-dire que le propre de cette politique, c'est qu'elle se fonde sur de faux arguments, donc sur lesquels on va essayer de revenir. Le deuxième objectif de l'intervention, c'est, comme maintenant on a un peu de recul, c'est d'essayer de dresser un bilan de cette politique à mi-parcours, en quelque sorte, je ne sais pas comment on peut dire, mais de dresser un bilan. Bon, je ne pense pas vous apprendre grand-chose dans ce bilan parce que le sujet quand même est assez présent au niveau de la presse, mais on pourra approfondir aussi dans l'échange le bilan. Et puis le troisième point, eh bien, on va essayer d'ouvrir des perspectives et de construire une alternative ensemble, de proposer une alternative entre une carte scolaire rigide et qui peut être caduque d'une certaine façon et le marché scolaire, pur et simple. Donc, essayons de trouver une alternative, sachant que la tâche est importante. Parce que d'une part, les échéances électorales vont bien finir par arriver un jour ou l'autre, et d'autre part, quand on observe la situation actuelle du système scolaire, on voit bien qu'il va falloir rebâtir, reconstruire, repenser autre chose. Donc il me semble qu'un peu d'anticipation sur cette problématique de choix d'école ou de carte scolaire, plus exactement, n'est pas un luxe. On va essayer d'en discuter, puisque moi, je suis opposé à toute forme de fatalisme en matière d'éducation, réduction des parents d'élèves à de simples consommateurs, marché comme horizon inéluctable. Je ne crois pas à ça. Donc, on va essayer de voir quelle perspective on peut dégager. Alors, je vais en venir à mon premier point, donc les arguments qui ont justifié en France. Alors, je précise que c'est très difficile de qualifier la politique actuelle, en fait, en matière de carte scolaire, parce que c'est ni une politique de libre choix, donc ça, on y reviendra dans la discussion, en tout cas de libre choix total, ça c'est sûr. On n'est plus dans le régime de la carte scolaire classique, on est dans une sorte de régime hybride. Ce qu'on peut dire, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une dérégulation qui est forte. Alors, mais sur quelle régulation on retombe, ça, c'est déjà plus compliqué. Il y a une dérégulation. Alors, qu'on ne peut pas encore qualifier tout à fait de libre choix de l'école, mais ça, je m'en expliquerai peut-être tout à l'heure. Alors, le premier argument qui a justifié pour les promoteurs politiques la remise en cause de la carte scolaire,
qui était peut-être l'argument le plus, je dirais, le plus fort, le plus médiatique, le plus entendable dans des grandes arènes politiques, c'était de stigmatiser la rigidité de la carte scolaire française, en disant que l'instrument finalement est très technocratique, pas adapté à son temps. Et donc le premier argument, c'était de dire qu'au fond, on avait un système de carte scolaire d'un autre temps et qu'il fallait le moderniser, et notamment parce que cet instrument était beaucoup trop rigide. Alors cet argument, il ne tient pas debout en fait, hein. Pour une raison simple, c'est que depuis le début des années 80, la politique de la carte scolaire a été assouplie à plusieurs reprises, hein. Donc, on a commencé par des premières mesures d'assouplissement avec le ministre Savary, puis chacun des ministres, qu'il soit de gauche d'ailleurs ou qu'il soit de droite, ont poursuivi cette lente politique d'assouplissement et de dérégulation progressive, sans jamais d'ailleurs, je dirais, avoir un peu le courage de reposer un cadre réglementaire qui soit clair. On a eu affaire à une sorte de déconstruction sauvage de la carte scolaire, et déconstruction qui se décidait d'ailleurs plus localement que nationalement, hein, au point où même le ministère de l'Éducation nationale était incapable, il y a encore quelques années, de dire combien de départements ou combien de collèges étaient concernés par une mesure d'assouplissement de carte scolaire. Alors, je prendrai une anecdote que, bon, je trouve assez drôle, c'est que l'ADEP, pour essayer de comprendre combien de collèges étaient concernés par une mesure d'assouplissement. Expliquez ce que c'est que l'ADEP. D'accord. L'ADEP, c'est la Direction de l'évaluation et de la prospective, c'est l'organe statistique du ministère. Eh bien, pour connaître le nombre d'établissements de collèges concernés par une mesure d'assouplissement de la carte scolaire, en fait, il faisait une enquête famille, c'est-à-dire qu'il demandait aux parents savez-vous si votre établissement est concerné? Oui, c'est-à-dire que le système lui-même n'avait plus les moyens de connaître les conditions de son propre fonctionnement, ce qui est quand même assez original. Bon. Alors, la deuxième raison pour laquelle l'argument de la rigidité ne tient pas, c'est que on sait très bien, et je pense que chacun le sait, que la carte scolaire, en réalité, en France, on pouvait y échapper par tout un tas de régimes dérogatoires, notamment par le jeu des choix d'options, etc. Et je rajouterai quand même, et on a tendance à oublier ce point-là en général, que en 1985, on a mis en œuvre une politique d'autonomie des établissements scolaires, et notamment dans le secondaire, et que cette politique d'autonomie des établissements secondaires incitait les établissements à différencier leur offre scolaire. Donc, en conséquence, on s'est retrouvé avec, on va dire, une offre qui se libéralisait, mais les conditions d'une inscription qui n'était pas officiellement libre, mais officieusement, puisque je ne vois pas comment on peut faire fonctionner une offre différenciée si on ne laisse pas aux gens la possibilité de choisir. Donc, pour les parents initiés notamment, on avait un tas de possibilités, je précise bien, sans être dans l'illégalité, mais de, je dirais, se dispenser d'une affectation dans l'établissement de secteur. Alors, un troisième élément qu'il faut rajouter, c'est qu'en France, je ne sais pas pourquoi cette question a été oubliée pendant la campagne présidentielle, mais on a quand même un enseignement privé qui est fort et qui est en grande partie financé par l'État. Donc, autrement dit, on a quand même deux secteurs scolaires en France, dont l'un qui n'est pas assujetti à une obligation de carte scolaire. Et je donnerai des chiffres tout à l'heure pour bien cadrer le propos. Alors, je tiens bien à préciser que l'une des particularités de l'enseignement privé en France, c'est qu'il est massif, c'est-à-dire qu'il concerne beaucoup de familles, je vous donnerai les chiffres, mais il est financé en grande partie par l'État. C'est un peu la particularité de l'enseignement privé français, c'est-à-dire que c'est comme si on avait, comme disent les sociologues de l'éducation, un sous-système éducatif, autrement dit, comme si on avait en fait déjà depuis à peu près 59 et après, une sorte de marché scolaire financé par l'État, privé et financé par l'État. Alors, c'est quand même curieux que nos élites politiques, lors de la campagne présidentielle, nous aient sorti surtout l'argument de la rigidité
et moins l'argument de la souplesse quand même. Hein. Donc tout ça pour dire que le premier argument de la rigidité, à mon avis, ne tient pas debout. Alors maintenant, quelques chiffres. En recoupant un certain nombre d'enquêtes, dans les années 80, donc je remonte quand même déjà loin, hein, dans les années 80, à la fin des années 80, on a déjà un collège sur deux qui est concerné par une mesure d'assouplissement de la carte scolaire en France. Un collège sur deux. Hein, c'est quand même considérable. Maintenant, j'en viens à des enquêtes locales. Des enquêtes locales. Je prendrai une enquête qui a été menée en banlieue parisienne par Agnès Van Zanten et Sylvain Brocolicki, qui montrait que au sein du secteur public qu'ils ont étudié, dans un secteur scolaire donc de la périphérie parisienne, il y avait déjà un tiers des élèves qui n'étaient pas inscrits dans l'établissement de secteur. L'enquête date de 1996. Je vais prendre d'autres exemples, notamment une enquête menée en 2003 par Catherine Barton et Brigitte Monfroy sur la ville de Lille, qui montre qu'à Lille, en 2003, 59% de la population est scolarisée en dehors des collèges de secteur. 59% de la population. Prenons l'enquête plus récente menée par Marco Berti sur le département des Hauts-de-Seine, qui montre que dans ce département, dont on ne peut pas considérer que ce soit un exemple quand même en France de collèges ségrégés avec une forte fréquentation de jeunes issus de l'immigration, etc., il ne me semble pas, eh bien, dans ce département, Marco Berti montrait que les taux d'évitement pouvaient varier de 39 à 60%. Hein. Autrement dit, là, on voit que ce département, un peu comme Lille, hein, les 3/4 de la population n'est pas concernée par un dispositif de carte scolaire. Alors, je vais revenir sur la question de l'enseignement privé, puisque c'est quand même une question qui m'intéresse beaucoup depuis quelques années, et je citerai les travaux de Gabriel Langouette et d'Alain Léger, qui sont deux sociologues qui ont travaillé sur l'enseignement privé et qui ont mené une enquête en 1997. Vous voyez, j'ai des sources qui ne sont pas récentes, hein, mais je fais exprès de remonter dans le passé, 10 ans avant 2007. Eh bien, ils ont mené une enquête assez judicieuse pour comprendre la réalité de l'enseignement privé en France. C'est-à-dire qu'ils ont considéré que les données de l'ADEP, donc la direction de l'évaluation et de la prospective, eh bien, elles avaient un défaut pour mesurer réellement les taux de fréquentation de l'enseignement privé, parce que ces données ne raisonnaient que sur l'année N et que sur un enfant pris isolément. Hein. Alors, ce qu'ils ont essayé de faire, grâce à une enquête par questionnaire, c'est de prendre non plus l'unité enfant, mais l'unité foyer. C'est différent. Hein. Donc l'idée, c'est de prendre les familles, hein, et d'essayer de voir dans une famille combien d'enfants ont fréquenté au moins une fois l'enseignement privé à un moment ou à un autre de leur scolarité. Et en faisant cette statistique plus juste, puisqu'il est nécessaire pour comprendre la question de l'enseignement privé de s'inscrire dans une perspective, comme on dit dans nos séminaires, diachronique, hein, c'est-à-dire prendre en compte la temporalité, et puis dans une dimension plus large que le seul enfant, mais la dimension du foyer. Et ils en arrivent quand même à cette conclusion assez étonnante, c'est qu'une famille sur deux a été concernée en France par la fréquentation de l'enseignement privé. Alors, j'insiste sur un point pour dire que les familles qui fréquentent à un moment ou à un autre l'enseignement privé, donc une sur deux, donc nous sommes à parité avec l'enseignement public, sont aussi celles qui parfois ont recours à un évitement de carte scolaire dans l'enseignement public. D'ailleurs, quand on étudie ces phénomènes, on voit bien qu'il y a une sorte de genèse, en fait, hein, notamment dans les milieux, on va dire, plutôt de classe moyenne. On va peut-être pas dans le privé du premier coup, on tente un évitement de carte scolaire, ça marche pas bien, on se retourne vers l'enseignement privé, ou bien on revient du privé vers le public, et pas forcément dans le collège de secteur. Alors, vous voyez quand même que l'argument avancé de nous vendre électoralement une carte scolaire rigide,
qu'il fallait absolument supprimer, assouplir, moderniser. Alors, à la limite, peut-être que le plus pathétique n'était pas l'argument du président de la République actuelle, mais peut-être de l'autre camp, de dire qu'il fallait expérimenter une politique de libre choix régulé, quand on sait que ce libre choix régulé, ça faisait déjà plus de 20 ans qu'on l'avait en France, et que le parti même qui l'avait mis en place dès le départ était le Parti socialiste notamment. Donc on voit bien que par rapport, je dirais, à la logique politique, il me semble qu'on a mis dans l'espace public des arguments qui étaient faux. Et on verra par la suite que la question forte était: est-ce qu'il fallait aller vers plus de dérégulation ou vers plus de re-régulation? C'est la question de fond et qui sera peut-être la conclusion d'ailleurs de mon propos. Alors, le deuxième argument avancé par les promoteurs du libre choix de l'école, alors c'est l'argument, bon, je ne vais pas dire le plus facile à combattre, bon si, enfin il me semble, mais quand on regarde, bon, j'ai pas pris d'extrait de texte ici parce que bon, c'est pas la peine d'en rajouter. Mais bon, l'argument il est simple du côté des libéraux. Pour eux, les acteurs sociaux sont des acteurs rationnels, hein, dotés d'une capacité à évaluer en toute objectivité la nature des offres éducatives et donc de faire un choix qui repose sur des critères pédagogiques. En gros, c'est ça l'argument. L'imagerie libérale, c'est de considérer donc les usagers, bon déjà dire usagers c'est déjà un glissement de sens, mais on va dire de considérer les familles comme des acteurs rationnels, donc avertis, et qu'il faut leur donner de la responsabilité. Parce qu'il y a aussi cet argument qui était fort parmi les libéraux, c'est que la carte scolaire infantilise les gens. Et maintenant, on est dans une ère nouvelle où l'usager a droit à voix au chapitre, a le droit de s'exprimer, de faire valoir son point de vue. Et donc, comme l'usager est un acteur responsable, eh bien, et rationnel, on peut lui confier, je dirais, les clés en lui laissant choisir l'établissement scolaire qu'il considérera comme le plus adapté. Alors, vous vous doutez bien que cet argument, il est complètement fantasmé. C'est-à-dire que cet argument, bon, il est fantasmé de plusieurs points de vue. Premièrement, bon, il occulte ce qui intéresse les sociologues habituellement, c'est-à-dire, par exemple, les variables sociales. Bon, s'il y a des acteurs rationnels, je dis bien si, j'en doute, bon, il y a toutes les chances qu'ils ne soient pas tous rationnels de la même façon, ou bien que la rationalité des acteurs ne soit pas distribuée de la même façon selon les origines sociales. Bon, alors ça, c'est pas le genre de détail avec lequel s'encombrent les acteurs politiques. Le deuxième point, c'est que cet argument, il occulte la question de la peur. De la peur. Autrement dit, il fait comme si, au fond, le système scolaire fonctionnait, et puis que les gens ont une certaine attitude leur permettant de faire des choix positifs en matière scolaire. Et cet argument occulte complètement le fait que ce n'est pas des acteurs rationnels dont il est question, ce sont des acteurs qui ont peur de l'état de l'école, qui ont peur de l'état de la ségrégation scolaire dans certains établissements. Autrement dit, on essaye de maquiller, je dirais, les craintes des parents, d'élèves, les craintes des élèves, par des arguments tout à fait, je dirais, convenus autour de la question de la rationalité de l'acteur. C'est dommage que je n'ai pas pris des extraits de discours, parce que vous verrez que c'est assez impressionnant. Même nous, on ne saurait pas écrire comme ça un idéal typique de l'acteur rationnel. Enfin, il est vraiment construit de toutes pièces. Les parents pourront, en toute connaissance de cause, armés de palmarès d'établissements qui seront distribués le plus largement possible, faire les bons choix en matière d'école. Bon, donc, cet argument de la rationalité, il masque la question de la peur, sur laquelle je reviendrai, mais surtout, il masque un phénomène quand même assez important, et que l'on a observé dès le début des enquêtes consacrées à la question du libre choix de l'école, c'est que les parents ne choisissent jamais l'établissement scolaire en lui-même. Ils construisent leur choix en relation avec le public avant tout. Autrement dit,
l'évitement scolaire, c'est une façon d'éviter les autres, d'éviter la rencontre, d'éviter la diversité culturelle, d'éviter l'altérité. Alors, c'est curieux pour moi, une politique publique française qui s'adosse sur une perspective de séparatisme social, de consécration du séparatisme social. Autrement dit, on dit aux gens, on va vous donner carte blanche, vous ferez ce que vous voudrez, notamment ceux qui sont les plus à même de voter, qui sont, comme par hasard, ceux qui peuvent le plus se permettre de choisir l'établissement. Mais quand même, le fond du problème, c'est bien la question des publics, c'est bien la question de la rencontre de l'autre. Alors, on est, pour le coup, dans une sorte de régime politique schizophrénique qui un jour nous parle d'une identité nationale qui doit consacrer les valeurs républicaines et qui le même jour bafoue ces valeurs républicaines en mettant dans les mains des gens une bombe réelle leur permettant de s'affranchir de toute mixité sociale dans ce pays. Et je précise quand même que la remise en cause de la mixité sociale, de mon point de vue, est la remise en cause de l'un des piliers du principe républicain du vivre ensemble. Donc cette politique, les arguments évoqués en occultant la question des rapports entre les gens, je pense, était une politique dangereuse et surtout pas honnête. Alors, les acteurs rationnels, en fait, ils sont comment ? Je dirais dans la vraie vie. Quand on fait des enquêtes auprès des parents dans leur rapport à l'école, eh bien, l'acteur rationnel, on le voit jamais. Enfin, moi, j'ai encore jamais rencontré d'acteur rationnel. Qu'est-ce qu'on rencontre ? On rencontre des parents qui sont fébriles, qui sont inquiets, qui sont hantés par la peur de l'école, qui ont compris que l'école française s'était fortement dégradée, seulement elle ne s'est pas dégradée de la même façon à tous les endroits. Et donc les parents que nous on rencontre dans les enquêtes n'ont rien du tout d'acteurs stratèges, consommateurs, rationnels. Ce sont des parents inquiets. Autrement dit, je dirais qu'à l'instar d'autres politiques qu'on a pu voir apparaître récemment, cette politique de la carte scolaire a exploité sans vergogne la peur des parents à l'endroit de l'école. Plutôt que de traiter les causes de cette peur sur lesquelles on pourrait revenir. C'est-à-dire que non seulement elle a exploité la peur des parents vis-à-vis de l'école en disant mais on va vous donner à ceux qui le pourront les moyens de fuir, mais en donnant ce libre choix de l'école, enfin entre guillemets, ce libre choix, finalement on ne fait qu'attiser la crainte davantage, puisque d'une part on se doute bien quand même que la situation va encore davantage se dégrader, et surtout comme on dit aux gens courage, fuyons, mais les gens sont obsédés par le fait de fuir. Et je reviendrai peut-être en conclusion sur les effets délétères, non pas du marché scolaire en tant que tel, mais de cette dérégulation du champ éducatif où les gens sont absolument obsédés par le lieu dans lequel ils vont mettre leurs enfants, sont obsédés par les enfants que leurs propres enfants vont rencontrer. Les parents sont obsédés par tout. Ils sont obsédés par les enseignants, ils sont obsédés par l'image extérieure des établissements. Bref, ils sont dans une sorte de régime d'anxiété. Et le fait de leur dire « maintenant c'est à vous de vous débrouiller, vous êtes des grands, vous allez choisir par vous-même ce qui vous conviendra le mieux », on ne fait qu'attiser cette anxiété. D'où l'état actuel du système scolaire, dont vous savez quand même qu'il n'est pas reluisant. Alors, je vais prendre un extrait du supposé acteur rationnel. Bon, j'aime bien citer cette citation d'un parent d'élève que j'avais rencontré. Bon, ça date pas d'aujourd'hui, mais la citation, je pense qu'elle est intemporelle. Donc, voilà un parent d'élève que j'avais rencontré et qui avait choisi de scolariser son fils non pas dans un autre établissement public, mais dans un établissement privé. Alors, je commence l'entretien en lui demandant pourquoi est-ce qu'il décide de mettre son gamin dans le privé. Voilà la réponse. Quand on a voulu mettre le gosse à l'école, il y avait plus d'étrangers que de Français. Donc, déjà, c'est parti de là. Les cités à côté, je vais dire franchement,
moi je dis que je suis raciste. Je n'ai pas peur de dire « et mon fils est toujours contre moi d'ailleurs ». Donc je me suis dit 30 élèves par classe et 80% d'immigrés, ça me fait peur. Hein. Alors, vous voyez, ça c'est un entretien que je crois que j'avais recueilli en 1996, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein. Mais quand on a multiplié ce genre d'enquête, multiplier ce genre d'entretien. Je précise aussi que dans les enquêtes qu'on a pu mener par questionnaire notamment, le critère qui arrive toujours en première position pour comprendre les raisons du choix de l'école, entre guillemets, c'est toujours les bonnes fréquentations qui apparaissent bien avant les critères pédagogiques. Donc quand on sait ça, et qu'on s'apprête à réformer la carte scolaire, on se dit qu'on met quand même le doigt sur un terrain glissant, puisque la question... Alors là, je monte en généralité, comme on dit. La question n'est pas scolaire. Ou en tout cas, elle n'est pas que scolaire. La question, elle est, sommes-nous encore en mesure de vivre les uns avec les autres? Donc, vous voyez que cette question-là, qui n'est pas traitée politiquement en tant que telle, mais qui est la question de fond, parce que l'école, elle a une propriété qui est particulière, c'est que elle oblige quand même cette cohabitation. Elle oblige à cette cohabitation. On peut tenter d'habiter à droite ou à gauche pour éviter de rencontrer des personnes qui ne sont pas de votre origine sociale, mais à l'école, sauf habiter les beaux quartiers ou les Hauts-de-Seine, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est un peu plus compliqué quand même. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de mixité qui peut être imposée en quelque sorte. Hein. Et donc on voit bien que c'est quand même de là que naît le problème. Le problème n'est pas purement scolaire. Le problème c'est est-ce qu'aujourd'hui les parents sont encore disposés à fréquenter d'autres parents d'autres origines sociales, d'autres origines ethniques ou pas. Et ce qui est tout à fait frappant, c'est que ce débat-là, qui est quand même un débat de fond, n'a pas été traité autour des problématiques de carte scolaire. N'a pas été traité, je dirais, de façon hypocrite. On voyait bien que c'était ça dont il était question, mais ça n'a jamais été traité sur le fond. Et la question de l'évitement des publics les uns vis-à-vis des autres est une question oubliée, négligée, au profit d'une rhétorique pédagogiste, consumériste, sur la nécessité de donner aux gens des possibilités de s'affranchir de la carte scolaire. Alors, le troisième point sur lequel je voudrais revenir, concernant les arguments donc, en faveur du libre choix de l'école, on a dit que le politique se représentait les parents comme des acteurs rationnels. Et là, je rajouterais que le politique, je ne sais pas s'il considère ou s'il fait comme si, ou s'il fait exprès de ne pas savoir, je n'en sais rien. Mais en tout cas, quand on lit les propos politiques, on voit que pour le politique, ils font comme si c'était facile de choisir son école. Comme si c'était facile. Voilà. Comme si, au fond, c'était la solution miracle. Et comme si c'était une affaire facile de choisir l'école. Alors, je vais m'attarder un petit peu là-dessus parce que c'est quand même un élément, à mon avis, qui est fondamental. Alors, pourquoi c'est une question qui est centrale? Parce que, premièrement, choisir son école, c'est dépendant de tout un tas de facteurs. Des facteurs géographiques, des facteurs spatiaux, des facteurs financiers, des facteurs d'origine culturelle, etc. quoi. Tout le monde n'a pas des offres scolaires abondantes à proximité de son domicile. Et ça, vous noterez également que le politique n'en dit rien. Hein, il fait comme si il suffit de débrider la carte scolaire et du jour au lendemain, comme par enchantement, les parents vont où ils veulent. Et quand même, il faut le faire quoi, pour vendre ça comme argument, je dirais, sans que quelqu'un vienne prendre le politique la main dans le sac en disant « Attendez, vous racontez quoi là ?» C'est complètement illusoire ce dont vous parlez. Hein. Bon, alors, on verra que c'est pas facile de choisir un établissement scolaire. Mais surtout, ce qui est en arrière-fond de « choisissez l'école », c'est qu'on fait comme si, alors là c'est un point moi sur lequel j'insiste beaucoup, il y avait des bonnes et des mauvaises écoles.
Hein, c'est quand même l'argument de fond. Hein. C'est-à-dire que plutôt que d'être garant des valeurs républicaines en disant ce qui importe, c'est qu'on égalise les établissements scolaires, en instituant le libre choix, finalement, on consacre des catégories dichotomiques de bons ou mauvais établissements et on se gargarise de palmarès en disant ce qu'il faut, c'est absolument publier des palmarès parce que les palmarès permettent aux gens de réellement connaître quelle est la bonne et la mauvaise école, et en fonction de ça, les gens vont pouvoir choisir en connaissance de cause. N'oublions pas quand même que lors de la campagne présidentielle, il était proposé de construire des palmarès au niveau des collèges. Bon, les données collèges sont publiées maintenant sur Internet, mais elles sont un peu difficiles d'accès. Bon, mais quand même, on a ouvert un site exprès. Hein, bon, c'est passé un petit peu inaperçu. Mais on évoquait même pendant la campagne la possibilité de mettre en place des palmarès des écoles primaires. Donc, ce qui veut dire que pour les libéraux, il y a une sorte de cohérence entre le fait qu'il y a des bonnes et des mauvaises écoles, qu'il suffit de donner des bons points et des mauvais points, et que les parents vont pouvoir choisir. Alors, il me semble que c'est là-dessus que les chercheurs travaillent surtout, pour montrer que bonne et mauvaise école, d'une part, ça n'existe pas. Alors, pour un tas de raisons que je pourrais développer, mais la première des raisons, c'est que les palmarès qui sont construits des établissements scolaires ne prennent en compte que des critères finalement assez pauvres pour mesurer les performances d'un établissement scolaire. Et nous savons, quand on fait de la recherche, c'est très compliqué d'objectiver les performances d'un établissement scolaire. Pourquoi ? Parce que dans un établissement scolaire, les élèves qui le fréquentent n'ont pas les mêmes trajectoires scolaires préalables, n'ont pas les mêmes parents qui vont pouvoir les aider dans la scolarité, n'ont pas le même environnement, et je précise aussi quand même, s'agissant notamment des collèges, que dans un collège, il y a une multitude d'enseignants avec des pratiques pédagogiques différentes, et surtout ce qu'on oublie, alors là je vais me mettre sur un terrain pédagogique basique, mais rappelons quand même des choses parfois un peu basiques, c'est que la réussite scolaire, c'est quand même la rencontre, l'interaction entre un élève avec ses propriétés et une offre pédagogique. Il y a bien cette dimension de l'adéquation, de l'interaction, comme je l'ai dit. Cette interaction, elle n'est jamais traitée dans les palmarès. Les palmarès, en fait, comme on dit en sociologie, ils réifient, c'est-à-dire qu'ils rendent artificiel un indicateur de performance qui n'est jamais un indicateur très fiable. Alors, je vais faire une boutade en disant que si vous regardez les taux de mortalité dans les hôpitaux, par exemple, d'une part, si vous regardez ça tous les jours, vous aurez du mal à vous faire soigner, un jour ou l'autre, mais en même temps, vous savez très bien qu'il y a bien des taux d'accidents médicaux, c'est pas pour autant que vous êtes sûr d'y passer quand vous allez dans cet hôpital-là. Donc, autrement dit, on voit bien que l'indicateur, c'est quand même le palmarès, c'est rien qu'une probabilité construite avec des outils que, je précise, rudimentaires par rapport à ce qu'on est capable de faire en matière de recherche, et que ça ne dit rien du vécu scolaire de l'enfant. Alors, je vais prendre quelques exemples pour illustrer mon propos. Dans les travaux que j'ai pu mener, et puis d'autres menés par mon collègue Sylvain Brocolicki notamment, on a observé des trajectoires d'enfants de milieux modestes ou de classe moyenne dont les parents font le choix de les mettre dans le super bahut. Dans le super bahut, celui qui va bien, celui dont tout le monde dit qu'il a bonne réputation. Et on a observé le devenir scolaire de ces enfants à l'issue de leur inscription dans cet établissement. Qu'est-ce qu'on observe ? On observe que tous les élèves ne sont pas également préparés pour affronter des espaces scolaires dans lesquels il y a des fortes concurrences entre les enfants, dans lesquels les clivages sociaux sont exacerbés parce que certains enfants brandissent des signes extérieurs de richesse qui mettent mal à l'aise les autres. Les parents eux-mêmes, moi je l'ai observé dans mes travaux de thèse, autant dans le petit collège de secteur, se sentaient à l'aise pour discuter avec les enseignants, autant là ne peuvent plus. J'ai même observé dans certaines associations, par exemple des parents d'élèves dans l'enseignement privé, que les postes
président, secrétaire, etc., étaient de véritables enjeux de pouvoir au sein de l'établissement. Et que non seulement c'est les gamins qui se retrouvaient bêtement, si vous me permettez l'expression, soumis à une concurrence à laquelle ils auraient pu échapper, mais les parents eux-mêmes sont pris à leur propre piège, à se retrouver en position de dominer en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que ces parents-là ont construit leur propre domination. Alors ça, c'est le propre, notamment des familles de classe populaire, où l'enfant marche bien. Vous voyez. Alors plutôt que se dire il marche bien, ne touchons rien, voilà, tout va bien, c'est qu'il doit être bien là où il est, on doit être bien nous aussi avec l'établissement, il marche bien. Donc, réflexe, je dirais pas conditionné, mais réflexe lié à l'état de la compétition scolaire, eh ben on va le mettre dans un meilleur établissement. Parce que là, quelque part, le fait qu'il traîne encore avec ses camarades du quartier, c'est peut-être pas très bon. Et c'est comme ça qu'on voit des enfants en situation de rejet total de l'école. Hein. J'aurais pu prendre, dans mon bouquin sur carte scolaire et marché scolaire, j'ai réhabilité ces entretiens que j'avais jamais publiés, mais j'avais vraiment envie de le faire, où on voit des gamines qui disent « Moi, ce bail de Bourges, j'en veux plus, je les supporte plus ». Des parents qui finissent des entretiens en pleurs en disant « En gros, on a fait une grosse connerie. On aurait mieux fait de rester où on était. » Autrement dit, c'est là où il y a quand même un danger, c'est que choisir une école et une bonne école ne garantit en rien de réussir sa scolarité. Et là où le politique, je trouve, manque de rigueur et manque d'arguments, c'est que non seulement il réifie la question des palmarès, qui n'est qu'un artifice statistique, qu'une probabilité, hein, mais en plus, comment dire, il autonomise la question scolaire. C'est-à-dire que, en réalité, quand on observe les parcours de réussite ou d'échec scolaire, c'est bien de parcours dont il est question. Donc, non pas du choix, à un moment donné, d'un établissement, mais plutôt, c'est une question de parcours scolaire. Autrement dit, un élève qui réussit, c'est pas un élève qui, du jour au lendemain, se retrouve dans un bon établissement, c'est un élève qui a construit progressivement sa scolarité. Or, nous, ce qu'on observe dans les travaux de recherche, je vais dire peut-être une banalité, mais c'est que les variables qui comptent pour expliquer les trajectoires scolaires sont finalement plutôt des variables sociales et culturelles liées à l'environnement scolaire de l'enfant, mais les variables conjoncturelles comme le fait de fréquenter tel établissement telle ou telle année n'expliquent pas la plus grande part des inégalités scolaires. Donc vous voyez, en gros, ce qu'on a fait, c'est qu'on a atrophié la question du choix de l'établissement à un moment T, alors qu'au fond, quand on observe en profondeur les phénomènes éducatifs, ce n'est pas une question si centrale que ça. Hein. Ce qui est central, c'est la qualité de la trajectoire scolaire, les conditions d'encadrement de la scolarité, l'environnement scolaire, les conditions de vécu au sein de l'établissement scolaire. Autrement dit, c'est une succession de petits phénomènes qui, mis bout à bout, expliquent qu'à un moment donné, les trajectoires scolaires peuvent être des bonnes trajectoires scolaires ou des mauvaises trajectoires scolaires. Mais la recette miracle qui consiste à dire « votre enfant galère, mettez-le dans cet établissement scolaire, tout va aller mieux », est un argument qui ne tient absolument pas la route. Alors, quand nous observons ce qu'est un bon établissement, alors c'est là qu'il y a en plus, je dirais, un coup à retardement, un retour de bâton, c'est que les bons établissements, entre guillemets, c'est-à-dire ceux qui affichent des résultats scolaires qui sont bons, en réalité, leur efficacité est corrélée à leur sélectivité. Donc, on confond souvent dans les travaux sur l'école performance et sélectivité. Hein. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle j'avais fait ma thèse sur l'enseignement privé, parce que je voulais aller voir ce qui se cachait derrière la soi-disant efficacité du privé. Bon, ce qui se cache derrière, c'est très simple. Hein. C'est que vous prenez des cohortes d'élèves. Moi, j'avais suivi du CP jusqu'à l'entrée au lycée. Et puis, vous voyez, vous pouvez calculer des probabilités d'éviction à chaque fin d'année scolaire. C'est-à-dire que l'enfant perd 0,5 points de moyenne générale, il commence à être dans la zone rouge, l'année d'après il perd 1 point, paf, il a disparu de l'enseignement privé. Hein. Alors c'est comme ça que moi j'ai constaté que non seulement plus les élèves voyaient leurs résultats scolaires décliner, plus ils disparaissaient
du secteur privé, mais c'était corrélé avec leur origine sociale. Donc au bout du compte, il ne restait plus beaucoup d'élèves vraiment de milieux populaires au sein de l'enseignement privé. Tous s'étaient fait éjecter à un moment ou à un autre, en tout cas une grande partie. Donc quand on dit aux gens qu'ils vont pouvoir choisir leur établissement scolaire et que l'établissement scolaire, parce qu'il est performant, va faire réussir leur enfant, en fait, on leur raconte quand même des histoires. Puisque ce qu'il faut leur dire, c'est qu'il y aura un marché scolaire et ce marché scolaire va choisir les élèves qu'ils jugent dignes de fréquenter cet établissement. Et donc, ce n'est pas un libre choix des parents qu'on est en train d'instituer, c'est le fait que les établissements scolaires ont les coups des franches pour justement sélectionner leur population et notamment pour sélectionner les populations en fonction des résultats scolaires des élèves. Et de tous les travaux de recherche qu'on peut connaître, c'est assez rare de trouver des travaux qui montrent, par exemple, un établissement qui est ultra performant et qui n'a jamais mis en œuvre de pratiques de sélectivité, etc. C'est quand même assez peu répandu comme modèle. Les bons établissements scolaires sont ceux qui peuvent se permettre de choisir leur public. Donc, tout ça pour dire que la question du bon établissement est une question complètement fantasmée. D'ailleurs, dans mon ouvrage Carte scolaire et marché scolaire, j'ai tout un chapitre consacré à ça qui essaie de déconstruire ce sens commun du bon établissement. Maintenant, je vais aborder un autre argument cher aux libéraux, un peu lié à celui que je viens d'évoquer. Alors, pour les libéraux, alors là, on va être dans le fond de notre sujet. La concurrence serait vertueuse. La concurrence serait vertueuse. Alors, j'ai remarqué qu'en France, les libéraux, d'ailleurs, il faudrait savoir de qui on parle, mais ça, c'est une autre question, mais les libéraux, bon, ils disent pas trop marché scolaire quand même, ils font attention. Bon, mais par contre, ils disent concurrence. Concurrence. Alors, vous les connaissez, les arguments des libéraux, qui consistent à dire que, comme dans tout système humain, quasiment, la concurrence est toujours bénéfique. Mieux vaut la concurrence que le monopole. Et donc, quand on regarde les propos, alors on dit que parce que, alors bon, ça c'est vraiment le grand cheval de bataille, c'est l'institution scolaire est hyper administrée. Bon, vous savez, on a même ressuscité des pachydermes pour évoquer ça. L'institution scolaire, c'est poussiéreux, c'est l'administration, enfin, etc. Et donc, recette magique, baguette magique, il faut mettre de la concurrence, et la concurrence va créer de l'émulation collective, et cette émulation va tirer vers le haut les performances scolaires. Donc ça, c'est un argument, je dirais, cher aux libéraux. Alors, ce qui est tout à fait étonnant par rapport à cet argument-là, c'est qu'il ne résiste pas du tout à l'examen. C'est-à-dire que, d'ailleurs, de plusieurs façons. C'est-à-dire que quand on regarde en fait les statistiques produites au niveau des travaux internationaux, on constate que les pays qui ont les régimes scolaires les plus concurrentiels sont en même temps ceux qui sont toujours les moins bien classés, notamment dans les enquêtes PISA. Je vais prendre un exemple. Prenons le cas, par exemple, de la Belgique. Dans le cas de la Belgique, on a affaire à l'un des marchés scolaires les plus virulents au monde. Et il y a un ouvrage que je vous recommande de lire de Nico Hirt qui s'appelle « Je veux une bonne école pour mon enfant ». Sous-titre « Pourquoi il est urgent d'en finir avec le marché scolaire ?» Eh bien, dans ce bouquin assez documenté de Nico Hirt, qui travaille sur des données internationales, etc., il montre très bien la corrélation qu'il y a entre l'hyper-concurrence du système scolaire belge et ses faibles résultats scolaires. Alors, la plupart des enquêtes internationales retombent sur les mêmes conclusions que celle-ci. Alors, je dois bien préciser quand même que ces travaux, on les connaissait depuis quand même quelques temps et on les avait pendant la campagne présidentielle. Donc on aurait pu, en tant que chercheur, si on nous avait sollicité, répondre à la question
la concurrence est-elle plus égalitaire que la non-concurrence? La réponse aurait été assez simple, finalement, à fournir. Alors, non seulement, ce qu'on observe dans les travaux internationaux, c'est que la concurrence donc accroît les inégalités, et ça, on va notamment nous le publier dans l'ouvrage que j'ai cité à la découverte sur le cas de la France. On n'avait encore jamais fait sur le cas de la France, donc d'où le titre du livre « École, les pièges de la concurrence ». Non seulement la concurrence accroît les inégalités, mais en plus, ce qu'on observe dans les pays, notamment les pays soumis à des marchés scolaires forts, c'est que les familles sont très inégales face au marché scolaire. C'est-à-dire qu'une partie des familles sont complètement exclues du marché scolaire, puisque le marché scolaire n'est pas accessible librement, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors là, je vais citer, revenir un instant sur l'enquête qu'on va publier à la rentrée, qui portait sur les disparités territoriales d'éducation en France. C'est une enquête qu'on a menée de 2003 à 2006 et qu'on a actualisée depuis. Et dans cette enquête assez lourde, en fait, à l'époque, le ministère de l'Éducation nationale nous demandait de produire un état des lieux des disparités territoriales d'éducation en France. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans la technique, je vais essayer d'en venir au fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé au niveau des collèges sur l'ensemble des départements français et on a construit en fait deux indices. C'est-à-dire qu'on a construit un indice de précarité, un peu compliqué, et puis on a construit aussi un indice de sur- et de sous-réussite départementale. C'est-à-dire que nous, ce qui nous importait, c'était de construire une sorte de moyenne nationale pondérée par l'origine sociale, voilà, et ensuite d'observer à l'échelle d'un département, je précise bien à l'échelle d'un département et non pas à l'échelle d'un établissement, c'est complètement différent, quels étaient, au fond, les devenirs scolaires des enfants. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? C'est que les départements en surréussite, donc ceux qui font le mieux réussir les enfants, et les départements en sous-réussite, ceux où les enfants sont en grande difficulté scolaire, notamment ceux de milieu populaire, ont vraiment des traits très opposés. Alors, pour ce qui est des départements en sous-réussite, alors ils sont principalement concentrés dans les grandes agglomérations, notamment les départements limitrophes à Paris, mais y compris, par exemple, le département des Yvelines, qui est pourtant le département le plus riche de France du point de vue des statistiques d'origine sociale. Or, il apparaît comme l'un des départements les plus en sous-réussite. Donc, on a bien affaire à quelque chose qui est quand même, qui va au-delà, je dirais, de l'idée préconçue, selon laquelle la concentration de la richesse scolaire produit de la surréussite. Qu'est-ce qu'on observe? On observe que dans ces départements en sous-réussite, il y a une forte densité des offres scolaires, et donc il y a beaucoup de circulation de population entre les établissements scolaires. Autrement dit, ce sont les départements dans lesquels sont justement concentrés les phénomènes de concurrence scolaire. Et qu'est-ce qu'on observe? Le cas des Yvelines est vraiment très intéressant. C'est que dans des départements comme ceux-ci, d'ailleurs je pourrais en dire autant de Paris qui est dans la même situation, dans ces départements-là, en fait, on a des espaces urbains qui sont très clivés socialement, et donc des phénomènes de ghettoisation scolaire très marqués, et à l'intérieur des ghettos scolaires, des phénomènes de concurrence des populations déjà en situation de, j'allais dire, de précarité, mais qui essayent de fuir, et ce qui produit, au fond, des clivages scolaires beaucoup plus marqués que dans des secteurs avec moins d'offres scolaires, moins de densité de population. Et donc, ce qu'on observe, nous, c'est que lorsqu'il y a concurrence, en fait, on n'a pas affaire à une élévation générale du niveau scolaire, mais en fait, ça va donner lieu à la production de quelques établissements d'élite. Vous voyez ce que je veux dire? Autrement dit, le marché scolaire est entièrement structuré, parasité en quelque sorte, par ces quelques établissements d'élite qui, eux, pour le coup, font correctement leur marché puisqu'ils sont convoités. Donc le marché scolaire fort concentre les bons élèves dans certains établissements,
Mais le fait qu'il y ait une concurrence par le haut fait qu'il y a tout un tas de phénomènes de concurrence intermédiaire. Autrement dit, on se dit, si on ne peut pas aller dans l'établissement A, on va tenter au moins l'établissement B. Et c'est comme ça que les établissements en bout de course, c'est-à-dire ceux qui sont fuis et qui ne sont jamais demandés par qui que ce soit, se retrouvent à avoir des résultats scolaires catastrophiques. Or, qu'est-ce qu'on observe ? C'est une question qui est purement mathématique. C'est que les quelques établissements d'élite, quand on regarde les moyennes départementales, n'arrivent pas numériquement à relever la moyenne générale du département, puisque les autres établissements, eux, sont plutôt en train de se retrouver en situation de fort échec. Vous voyez, il y a des écarts qui sont maximaux. Et les départements qui sont en sous-réussite sont ceux où on observe des écarts sociaux forts entre les établissements et des écarts scolaires forts. Autrement dit, qu'est-ce que ça veut dire, la conclusion de cette observation-là ? C'est que moins on se donne des outils de régulation, autrement dit de répartition plus équitable, ou d'apaisement des populations, etc. Je n'ai pas le temps de développer, mais la concurrence affecte aussi les personnels scolaires, par exemple. Et je n'ai pas eu le temps de développer aussi le fait que dans ces secteurs fortement concurrentiels, les enfants de classe moyenne et supérieure voient aussi leur performance scolaire se dégrader. Parce qu'il faut arrêter un petit peu avec simplement les classes populaires et les établissements de ghetto. Ce qu'on observe dans ces secteurs, c'est que, y compris chez les classes supérieures, il y a des stratifications. Il y a des classes supérieures qui sont plutôt intellectuelles, il y en a qui ne sont pas intellectuelles. Et or, dans ces secteurs scolaires-là, les enfants, y compris de riches, je dirais, subissent les effets de la concurrence. Donc, quelle est la conclusion à laquelle on en arrive pour le cas français, qui est la même que celle qu'on peut observer d'ailleurs dans les enquêtes internationales? C'est que la concurrence permet de produire une élite scolaire restreinte. C'est ça la conclusion. La concurrence scolaire permet de produire un élitisme étriqué. Mais la concurrence n'est pas du tout compatible avec le projet d'une école démocratique. C'est plutôt... Alors, il se trouve que l'un des départements les plus en réussite en France est le département de la Loire, dans lequel je réside et que j'ai pu étudier dans les moindres détails. Et qu'est-ce que j'observe dans la Loire, qui est quand même devant des départements comme Paris, comme les Yvelines, etc. C'est assez étonnant. Qu'est-ce que j'observe ? C'est que, notamment la ville de Saint-Étienne, du fait de la tradition ouvrière, du fait de la tradition de l'immigration, du fait de la tradition de l'éducation populaire, eh bien, n'est pas une ville où le marché scolaire est spécialement développé. Il y a plutôt un état des choses, à plutôt, je dirais, se scolariser dans l'établissement de secteur, et surtout c'est une ville dont les propriétés sont particulières, c'est-à-dire dans lesquelles il y a une forte mixité sociale dans pratiquement tous les quartiers de la ville, ce qui est assez atypique. Ce qui veut dire que fuir certaines écoles n'a pas beaucoup de sens, c'est-à-dire que ça ne modifie pas radicalement la composition de la population dans laquelle les familles vont se retrouver. Donc c'est l'un des départements dans lesquels on observe que les phénomènes de concurrence sont les moins développés. Et pour le coup, c'est l'un des départements dans lesquels les établissements, y compris précaires, tirent assez bien leur épingle du jeu et arrivent finalement assez bien à faire réussir les élèves. Donc là, j'insiste beaucoup sur cet argument pour dire que la concurrence et l'émulation créée qui va permettre d'augmenter la qualité, non, je pense qu'on augmentera la qualité de l'école en faisant une politique éducative, mais digne de ce nom, et pas avec ces artifices de mise en concurrence, de calcage du champ scolaire sur le champ économique, sur le champ marchand. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Alors, tu m'as dit ? Allez, vas-y, tu as 2 minutes. J'ai 2 minutes pour conclure. Alors, une autre idée fausse qu'il faut combattre, bon, celle-ci, elle est assez facile, c'est qu'on nous a quand même expliqué pendant la campagne présidentielle qu'il y avait plus que la France qui avait une carte scolaire. Si on regardait la plupart des pays au monde, les autres pays n'ont pas de carte scolaire et, comme on disait si bien, s'en portent pas plus mal. Alors, je vous encourage à lire quand même les travaux de Nathalie Mons, notamment, qui, à l'appui d'une enquête menée à l'échelle de l'OCDE, a montré que les pays qui sont régis par un libre choix total de l'école représentent à peine 25%
de l'ensemble des pays de l'OCDE, le modèle scolaire le plus répandu est celui d'une carte scolaire, voire d'une carte scolaire avec dérogation. Donc même cet argument ne tient pas. Hein. Et je reviendrai sur l'exemple de la Belgique. L'exemple de la Belgique, qui a fait voter il y a quelques années un décret dit mixité sociale, et ce décret, en fait, essaye d'instaurer en Belgique un système de carte scolaire. Hein. Autrement dit, le modèle de pays sans carte scolaire est minoritaire, et les pays dans lesquels il n'existait pas de carte scolaire et on avait un libéralisme éducatif fort, essayent de venir progressivement à un système de carte scolaire. Donc on est complètement, en fait, à contretemps des logiques politiques actuelles. Alors, pour vraiment conclure sur des éléments de bilan de la politique actuelle en matière de carte scolaire, bon, je pense que vous avez certainement lu la presse et les dépêches abondantes de ce point de vue-là. Bon, qu'est-ce qu'on observe sur cet assouplissement de la carte scolaire actuelle en France? Bon, je dirais que c'est pas un scoop, c'est ce qui était prévisible tout simplement. C'est un recul de la mixité sociale considérable dans les établissements scolaires, des secteurs scolaires qui n'étaient pas vraiment touchés par des phénomènes de ségrégation ou par des phénomènes de dérégulation et qui commencent à être déstabilisés. Hein. Notamment l'enquête du syndicat des chefs d'établissement montre que dans les secteurs tranquilles, qu'ils estimaient comme tranquilles, eh bien, commencent à se développer des phénomènes de libre choix de l'école. La ville de Saint-Étienne, pour ne citer qu'elle, j'ai l'impression, parce que bon, j'ai une enquête actuellement, est en train de basculer du côté obscur, j'allais dire. Hein, effectivement, on voit apparaître ces phénomènes de fuite. J'ai même des chiffres, mais qui sont tellement éloquents que, bon, et particuliers, mais qui font un peu peur aussi. Ce qu'on observe également, c'est une complexification, de l'organisation de l'éducation au plan local. Hein. Là, on pourrait rentrer dans les détails, mais on est dans une situation de flou, de désordre entre les prérogatives des inspecteurs d'académie, les prérogatives des chefs d'établissement et ceux des conseils généraux. Hein. Actuellement, on est dans une sorte de non-sens, de non-politique scolaire, tout simplement parce que l'assouplissement de la carte scolaire étant une affaire d'État, a été confisqué par l'administration scolaire. Confisqué, ils ne partagent pas. Les chefs d'établissement sont exclus de cette politique, les collectivités locales sont exclues de cette politique, et ce que veut le ministère, c'est que ces taux de satisfaction des demandes soient maximaux. Et je dirais, quitte à en payer le prix. Quitte à en payer le prix. Ce qui compte, c'est de satisfaire l'usager et d'être fidèle à la promesse électorale. Et pour cette cause-là, eh bien, on est prêt à, et on l'a fait, supprimer des commissions de concertation qui existaient préalablement des chefs d'établissement, justement pour harmoniser les populations scolaires. Pourquoi est-ce qu'on a décidé de mettre à l'index la plupart des acteurs scolaires locaux? Pour une raison simple, c'est parce que tous sont opposés à cette politique. Et que le ministère a bien compris que de mettre autour de la table des acteurs opposés à cette politique, c'était la meilleure manière de la faire échouer. Mais pour le coup, on a une sorte de politique qui fonctionne en vase clos. Et localement, les statistiques sur le nombre d'élèves concernés par le choix de l'école, les motifs des dérogations, sont considérés pratiquement comme des secrets d'État. Hein. Alors, si on veut prendre à la lettre l'argument de la modernisation des institutions prônée par le politique, il me semble que la transparence fait aussi partie de ces éléments de modernisation. Vous avez pu relever, notamment à Paris, les nombreux problèmes posés par la mise en œuvre des procédures d'inscription automatique des élèves, notamment le fiasco de l'application AFELNet, qui a conduit quand même pour la première fois dans l'histoire, à mon avis, de l'école, à la saisine de la HALD pour dénonciation de faits de discrimination au moment de l'inscription dans les établissements scolaires. Alors, on peut aussi citer les rapports des inspecteurs généraux, on peut citer le rapport de la Cour des comptes, on peut citer également l'avis donné par le Conseil national des villes qui montre que cette politique est un fiasco. Alors, la conclusion de tout ça, c'est que, bon, si on peut trouver un élément, je dirais, encourageant et positif dans le cycle politique qu'on vient de vivre, c'est que
On se doutait, nous, que le libre choix était une impasse. On s'en doutait fortement, que le libre choix de l'école était une impasse. Maintenant, on le sait vraiment. Il me semble qu'on voit bien que le système, au bout de très peu de temps, est déjà arrivé à ses limites et, je dirais, multiplie les dysfonctionnements qu'on pouvait déjà imaginer. Voilà. Je vous remercie.